inconditionnel, c'est un revenu qui est versé à tous sans condition et sans contrepartie. Donc c'est ce qu'on appelle la double inconditionnalité, donc sans condition, pas condition de ressources par exemple, pas de condition d'activité ou d'inactivité, sans contrepartie, donc sans qu'on soit obligé de réaliser un travail d'intérêt général par exemple, sans qu'on soit obligé de rechercher activement un emploi, de se retirer du marché de l'emploi, ce genre de choses. Donc revenu inconditionnel. Et puis un autre point, logiquement j'ai une liste de 10 critères qui permettent de déterminer le revenu inconditionnel tel que je le définis. Là je me contenterai de 3 du coup, conditions sans contrepartie et puis suffisant. Ça a été dit dans l'introduction, suffisant dans l'idéal, donc pour moi c'est suffisant vraiment. Par suffisant j'entends 3 choses. Suffisant pour sortir de la pauvreté, donc je pars du principe que le montant minimum du revenu inconditionnel, ça doit être le seuil de pauvreté, tel qu'il est défini aujourd'hui en France, donc 60% du revenu médian. Suffisant ensuite, c'est suffisant pour pouvoir garantir l'accès aux biens et services essentiels. Et suffisant, troisième chose, c'est suffisant pour pouvoir se passer durablement d'emploi. Et c'est assez important parce que c'est ce qui permet notamment de faire la différence entre les propositions de droite et les propositions de gauche. Peut-être êtes-vous au courant, il y a des propositions libérales du revenu inconditionnel. Dans les propositions libérales, l'objectif, ça va être de libéraliser le marché de l'emploi en supprimant tout ce qui, aujourd'hui, si on en croit le discours patronal, freine l'emploi, donc le SMIC par exemple, les systèmes d'assurance chômage. Donc supprimer tous ces dispositifs, verser à tous un revenu inconditionnel insuffisant pour obliger tout le monde à accepter n'importe quel emploi, même très très mal payé. Dans les options de gauche, dont celle que je défends, l'objectif est tout à fait différent. Il s'agit de verser un revenu suffisant pour permettre à chacun de mieux choisir son emploi si on a envie de bosser. Donc si on a envie d'occuper un emploi, on a la possibilité de davantage dicter ses conditions aux éventuels employeurs. Mais aussi on a la possibilité de se passer durablement d'emploi. Au niveau du fondement, je milite pour le revenu inconditionnel au nom de la contribution de tous à la création de richesse. Je pars du principe que, quelles que soient nos activités, chacun de nous contribuons à l'enrichissement de la société et qu'à ce titre, la société a le devoir de nous verser de quoi poursuivre notre création de richesse. Donc je précise le fondement parce qu'il y a différents fondements qui sont utilisés par différents promoteurs du revenu inconditionnel. Donc, le fondement que je retiens, moi, c'est bien la production de richesse. Nous contribuons tous à la production de richesse, donc nous avons tous droit à une part de cette richesse. L'objectif maintenant, alors là aussi, logiquement, il y a plusieurs objectifs que j'énumère. Là, je me contenterai de 2 objectifs qui ont été rappelés en introduction. À mon sens, le revenu inconditionnel peut être une bonne mesure dans un programme plus large, je reviendrai juste après, pour sortir du capitalisme et sortir du cercle vicieux dans lequel on est enfermé de surproduction, de surconsommation qu'on appelle la croissance. Donc sortir du capitalisme et sortir de la croissance par le revenu inconditionnel. Je rejoins le réseau salarial sur la question de la remise en cause de la propriété lucrative. Donc, pour cela, je suis favorable à la mise en place de coopératives. Par exemple, coopératives sous toutes leurs formes, SCOP, Société coopérative et participative, SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, coopérative intégrale, ce genre de dispositif qui me semble être une bonne mesure pour remettre en cause la propriété lucrative, et puis en plus pour reprendre la main sur le fonctionnement de l'économie. Développement des coopératives, plafonnement des loyers, développement de la gratuité autant que possible, réappropriation de la monnaie, notamment avec tout ce qui peut se faire au niveau des monnaies locales complémentaires, donc tous les enseignements qu'on peut en tirer pour avoir une réappropriation citoyenne de la monnaie, à la fois dans une optique pédagogique, parce que c'est bien aussi de mettre les mains dans le cambouis, de voir comment ça fonctionne la monnaie pour pouvoir se la réapproprier, pour comprendre un peu les mécanismes, et puis aussi dans une logique de capacité de financement des communautés pour les services dont elles ont besoin. Toujours si on relie ça aussi à la logique des coopératives intégrales par exemple. Donc réappropriation de la monnaie, et puis également, c'est le dernier point que je mentionne, mise en place d'un revenu maximum acceptable. Si vous voulez, c'est les 2 dimensions du suffisant. Je disais tout à l'heure, il faut mettre en place
un revenu inconditionnel suffisant, faire en sorte que tout le monde ait suffisamment pour pouvoir accéder aux biens et services essentiels, pour pouvoir se passer durablement d'emploi. Donc ça, c'est le suffisant, si vous voulez, c'est la question du plancher. Et puis il y a la deuxième dimension du suffisant, c'est au-delà d'un certain montant, c'est trop. Au-delà d'un certain montant, bah, ça suffit. Donc c'est les deux dimensions. Mettre en place un revenu inconditionnel, dans mon optique, ça va forcément de pair avec la mise en place d'un revenu maximum acceptable. Donc si on veut que tout le monde ait suffisamment, il faut s'arranger aussi pour que personne n'ait trop. Dans une optique de partage des richesses, mais aussi dans une optique purement égalitariste, aussi dans une optique, on va dire, démocratique. Pour ébaucher comme ça brièvement donc, le projet politique que je porte en plus, de pair avec le revenu inconditionnel, donc vous avez toutes ces dimensions de limiter la propriété lucrative par d'autres formes d'organisation de l'activité économique, développement de la gratuité, limitation des inégalités de revenus par la mise en place d'un revenu maximum acceptable. Il y a l'ensemble de ces propositions qui sont portées notamment par le mouvement des objecteurs de croissance dont je fais partie. Moi j'ai fait dans mon dernier bouquin un chapitre sur la proposition du salaire à vie. Et le réseau salariat a fait un petit fascicule donc, sur le revenu inconditionnel. Donc, du coup, chacun avance ses arguments. Il y a deux grandes différences. Tu compléteras, Yvan. Il y a une première différence qui va être la source de financement. Donc, pour le réseau salariat, c'est la cotisation. Dans mon optique, c'est plutôt la fiscalité. La deuxième différence, et c'est ce qui justifie mon choix du revenu inconditionnel, parce que sinon j'aurais plutôt été favorable à la cotisation. La deuxième différence, c'est la justification des inégalités. Dans le salaire à vie, donc on a un système basé sur la qualification, avec 4 niveaux de qualification, c'est toujours le projet. 4 niveaux de qualification. Qualification des personnes. Et donc la qualification, alors si j'en crois le livre de Bernard Friot, donc l'enjeu du salaire, le niveau de qualification, ça détermine un potentiel productif. C'est pour ça. Et donc du coup, on va avoir un niveau de rémunération, un niveau de salaire, différent en fonction de son niveau de qualification et en fonction de son potentiel productif. Et personnellement, ça me semble pas juste. Alors, au niveau du réseau salarial, comme de mon point de vue, visiblement, l'idéal, ce serait dans tous les cas une situation parfaitement égalitaire, un salaire unique, dans l'idéal un salaire unique, mais en attendant, on va accepter des inégalités de rémunération, et donc toute la question porte sur la justification de ces inégalités de rémunération. Donc est-ce que c'est le potentiel productif qui doit justifier les inégalités, ou est-ce que, ça va être mon optique, c'est plutôt la pénibilité des tâches réalisées qui permet de justifier des inégalités de rémunération. Donc dans l'optique du revenu inconditionnel, on a un revenu de base qui est versé à tous, libre à chacun de compléter ce revenu par la réalisation d'un travail. Alors du coup, moi j'ai pas tout à fait la même distinction que Yvan sur la détermination sur la terminologie. Moi, comme définition du mot travail, je reprends celle de ce grand économiste qui était Boris Vian, qui disait le travail c'est tout ce qu'on peut pas arrêter de faire quand on a envie d'arrêter de le faire. Donc le travail, je dirais, c'est tout ce qu'on peut pas arrêter de faire alors qu'on aurait bien envie d'arrêter de le faire. En gros, le travail c'est un mélange de pénibilité et de contrainte. Et ce mélange de pénibilité et de contrainte me semble justifier une rémunération supplémentaire. Donc c'est ce critère que j'utilise pour justifier les inégalités de rémunération. Et surtout pas le potentiel productif. Je ne vois pas en quoi, en vertu de quoi, quelqu'un qui aurait un potentiel productif supérieur, alors du coup, en fonction de la détermination qu'on fait des critères de la qualification, et qui fait aussi débat, mais je ne vois pas en quoi quelqu'un qui aurait un potentiel productif supérieur aurait droit à un salaire supérieur. Je ne vois pas ce qui rend cette situation juste. D'autant plus que c'est fait indépendamment de l'activité réalisée. Donc deux personnes réalisent exactement la même activité, l'un a un potentiel productif plus grand, suivant des critères déterminés, il est payé davantage. Je ne vois pas en quoi c'est juste. Donc c'est ce critère de justice qui fait que je préfère finalement le revenu inconditionnel au salaire à vie, même si, arrivé dans l'objectif en termes de construction de la société, enfin d'objectifs social, je pense qu'on partage les mêmes objectifs, mais la stratégie n'est pas la même, donc notamment pour cette question de justice sociale. En gros, si on en arrive à une situation où des gens ont un emploi, réalisent des tâches pénibles et sont payés davantage, à mon sens, c'est qu'on a échoué auparavant à partager ces tâches et à détruire ces tâches pénibles autant que possible. Simplement, l'avantage que je vois au revenu inconditionnel, c'est qu'il laisse cette possibilité-là. Donc si effectivement on a échoué
auparavant, dans tout ce qui est délibération politique, pour pouvoir partager ces tâches pénibles et les supprimer autant que possible. Il reste cette possibilité de payer davantage les tâches pénibles. Et dans une optique égalitariste, ça me semble justifié. Dans une optique égalitariste, suivant la logique de Michael Walzer, qui dit en gros, personne ne doit pouvoir cumuler des avantages dans toutes les dimensions de la réussite. En gros, on ne peut pas avoir à la fois un emploi qui est particulièrement valorisé dans la société, avoir un emploi qui est particulièrement gratifiant, et, enfin, qui est plaisant à réaliser, et en plus avoir une rémunération particulièrement élevée. À l'arrivée, c'est ce que je retrouve dans la qualification. Dans la qualification, on a un potentiel productif qui est particulièrement reconnu, valorisé par la société, et en plus qui est valorisé économiquement. On gagne sur tous les tableaux. Et inversement, les moins capables, du coup ceux qui sont les moins, enfin qui ont le potentiel productif le plus faible, sont en plus ceux qui auront la rémunération la plus faible. Ça me semble pas juste. Cumuler les avantages comme cumuler les handicaps, ça me semble pas juste. Dans une société où on met en place un revenu inconditionnel avec un deuxième chèque qui est versé en fonction de la pénibilité, là, on a un rééquilibrage des choses. D'accord, j'ai une activité ingrate, mais en même temps, je ne perds pas sur tous les tableaux. J'ai, en contrepartie, une rémunération économique supérieure. Donc, pas cumuler les avantages symboliques, sociaux et économiques. Sur la question du montant, donc, moi je m'appuie sur le seuil de pauvreté, on a dit 60% du revenu médian, donc on se retrouve avec en gros entre 900 et 1000 euros par mois, par personne. Pour les majeurs, sachant que pour les mineurs, dans mon optique, c'est autour de 250 euros. Donc ça c'est le montant. Dans l'optique du salaire à vie, on est plutôt alors, dans des montants de l'ordre de 1700 euros pour le premier niveau de qualification. Et du coup, il y a débat de ce point de vue-là sur la question du montant. Donc je pars du principe qu'on produit trop, on consomme trop. Et je me dis, se dire qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui avec moins de 1700 euros, je pense que c'est parfaitement entendable dans notre société actuelle, mais cette société actuelle, elle n'est pas du tout soutenable. Et donc du coup, ça doit nous amener à nous questionner sur notre mode de vie. Savoir si effectivement on peut considérer que tout le monde doit avoir au minimum 1700 euros, et puis tant pis si le reste de la planète se fait voler joyeusement la part du gâteau, sa part du gâteau. De mon point de vue, quand on parle du revenu inconditionnel et qu'on se dit le revenu inconditionnel doit être suffisant, on doit aussi se demander à partir de quand c'est assez, et au lieu de se dire toujours plus vaut plus. Donc il faut absolument avoir un minimum particulièrement élevé. À mon sens, c'est pas du tout soutenable. Sur les modalités de financement maintenant, bon, c'est toujours une question qui est posée. Alors, du coup, maintenant, elle me lasse beaucoup parce qu'à l'arrivée, donc, quel que soit le pays, quelle que soit la situation économique du pays, il est toujours possible de financer un revenu inconditionnel à hauteur du seuil de pauvreté pour tous. Mathématiquement, c'est possible. La question qui se pose en fait quand on parle de modalités de financement, alors sur les techniques de financement, j'y reviens juste après, mais sur les capacités de financement, en gros, c'est simplement qu'on a l'esprit pollué par la doctrine libérale. Et, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la courbe de l'affaire, l'idée que trop d'impôts tue l'impôt. À partir du moment où on augmente les impôts, les gens sont complètement désincités à travailler, à produire, et donc du coup on perd toute capacité de financement. En fait, on s'aperçoit que c'est une fable libérale qui a été largement popularisée. Le ras-le-bol fiscal dernièrement le rappelle, l'a durement rappelé. Mais à l'arrivée, rien ne l'atteste. Donc du coup, on peut imaginer une augmentation des impôts pour financer un revenu inconditionnel, par exemple, il n'y a pas de souci. L'autre hypothèse, c'est on met en place un revenu inconditionnel, les gens décident soudainement et majoritairement d'arrêter d'avoir un emploi, de produire, et du coup, ça limiterait les capacités de financement du revenu inconditionnel. Et si c'est cette hypothèse-là qui est retenue, à la limite, moi je suis plutôt content. Moi je suis décroissant. Moi je considère qu'on produit trop. Si on met en place un revenu inconditionnel et que les gens se disent, bon je vais me contenter du revenu inconditionnel, et je vais produire moins, je vais consommer moins, et c'est exactement ce que je veux. Et finalement, à partir du moment où on raisonne comme ça, on se dit, ce qu'attendent les gens, précisément, c'est une décroissance. C'est la possibilité de sortir de l'emploi, de consommer juste assez, de produire juste assez. Donc ça, c'est sur la crainte même des capacités de financement. Si on n'arrive pas à financer le revenu inconditionnel, c'est tant mieux, c'est qu'on est sur la bonne voie. Après, sur la technique de financement, donc moi je retiens plutôt
la fiscalité, l'impôt sur l'ensemble des revenus, et puis l'impôt sur une taxe sur le patrimoine, dans une logique de politique de revenus. Parce que du coup, j'intègre ça, je ne l'ai pas dit précédemment, mais dans le projet politique que je défends, le revenu inconditionnel s'intègre dans une politique de revenus. C'est pour ça que je vous disais, le revenu inconditionnel va de pair avec un revenu maximum acceptable. Politique de revenus qui suppose aussi de lutter contre les inégalités économiques les plus criantes aujourd'hui en France, qui sont les inégalités de patrimoine. Donc taxe sur le patrimoine pour pouvoir raboter autant que possible les inégalités de patrimoine et aller davantage vers l'égalité. Que peut le revenu inconditionnel pour des gens comme toi qui ont un poil dans la main? C'est ça en gros la question? Comme moi aussi, hein, si ça peut être l'idée, enfin, dans ma société idéale, si on se prend à rêver, dans ma société idéale, le revenu inconditionnel conduit à sortir de l'économie. Donc en gros, on se passe de plus en plus de l'emploi, donc des activités rémunérées dans mon lexique. On se passe de plus en plus du travail parce qu'on accepte de se passer, donc le travail au sens de viande, parce qu'on accepte de se passer de plus en plus de choses, dans une optique décroissante. Et puis, pour moi, la décroissance, c'est aussi ménager sa peine. Donc, du coup, si on veut travailler le moins possible, il faut consommer le moins possible, produire le moins possible, etc. Et on se dirige de plus en plus vers une société donc, de gratuité, à la fois dans une logique de don et de contre-don, quel que soit le niveau d'organisation. Même on peut imaginer une généralisation du système de SED, le système d'échange local, qui, dans une logique de sortie de l'économie, se transformerait en système d'entraide locale. Donc on n'est plus dans une logique d'équivalence, d'échange, on est dans une logique de partage. Donc chacun fait les choses qu'il sait faire, pas pour les changer avec les autres, mais simplement parce qu'il sait les faire et puis les autres en ont besoin, et puis tout le monde fait à peu près la même chose, et puis on est dans une société de gratuité. Ça, c'est ma société idéale. En attendant, dans tous les cas, à mon sens, il y aura encore du boulot à scoltiner. Et à mon sens, à ce moment-là, il faut changer complètement la logique qui est la logique à l'œuvre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de partage du temps de travail avec le fameux travailler moins pour travailler tous. Là, on serait dans une logique de travailler tous pour travailler moins. Donc l'objectif, c'est pas de mettre tout le monde au boulot, mais de travailler le moins possible. Donc travailler toujours au sens de bien. Donc travailler tous pour travailler moins, à mon sens, donc dans une société juste qui mettra en place un revenu inconditionnel, il faudrait partager les tâches. Donc tout le monde s'y colle un tout petit peu pour que personne ait à s'y coller trop. Mais même quand quelqu'un comme moi n'aime pas beaucoup bosser, au moins on bosse pas beaucoup. Voilà. C'est un peu l'idée. Dans cette optique, il faut partager les tâches. Alors du coup, je reprends l'exemple que je prends souvent. Moi, j'ai bossé, avant d'enseigner, je bossais dans une société coopérative d'intérêt collectif qui faisait de la distribution de produits agricoles locaux en circuit court. On avait mis en place un système, on n'était pas nombreux, on était 8 salariés. Enfin, je dis on était parce que moi je ne suis plus dedans, mais la société existe toujours, je suis toujours membre, même si je ne suis plus salarié. On avait mis en place un système de partage des tâches. Donc le partage des tâches, moi je le défendais parce que je me disais, on est 8, il n'y a aucune raison que parmi nous 8, il y ait un directeur, qui est un comptable, qui est un chargé de communication, qui est 3-4 manutentionnaires et qui est un ou une femme de ménage. Parce que c'est souvent du coup plutôt une femme de ménage. Je me disais, il y a des tâches qui sont vraiment plaisantes, il y a des tâches qui ne sont pas trop chiantes, si vous me permettez l'expression, et puis il y en a qui sont vraiment, vraiment pénibles. Et bien tout le monde doit faire à peu près tout. Donc il n'y avait pas de directeur, on était 8 gérants de fête. On faisait tous un peu de manutention, tous un peu de livraison, de conduite du camion, etc. On faisait à peu près tout le temps. Donc ça, c'était dans une logique de justice. Après, dans une logique, je dirais, démocratique, ça me semble aussi important que tout le monde partage les tâches de direction. Donc pour éviter que certains aient beaucoup plus de pouvoir que d'autres, il faut que tout le monde mette la main dans la compta. Parce que, par exemple, le poste de comptable, c'est un poste important en termes de pouvoir dans une entreprise. Donc voilà, le partage des tâches, il y a ces deux dimensions qui sont à suivre. Quel est le niveau de conscience des Français? Alors une question encore plus terrifiante, et 2017 dans tout ça, est-ce qu'on arrivera à mettre en place un revenu inconditionnel en 2017? C'était ça la question? C'est possible mais pas sûr. On va penser beaucoup. Alors, ma conviction,
Alors après, ça dépend beaucoup de mon état d'esprit, si je suis d'humeur optimiste ou pas. Ma conviction, c'est qu'il ne suffirait pas grand-chose pour qu'un revenu inconditionnel soit adopté. Je suis convaincu qu'il y a des tas de gens qui bossent, qui ne savent pas pourquoi ils bossent, même qui savent qu'ils font un boulot qui ne sert à rien, ou qui fait plus de mal que de bien. Et en plus, ils trouvent ça plutôt pénible. Ils préféreraient bosser moins, faire autre chose. Simplement, là, ils n'ont pas la possibilité même de se dire que ces revendications-là sont légitimes, parce qu'on leur dit il faut absolument bosser, il faut absolument de la croissance. Encore, ils devraient être heureux d'avoir un boulot à plein temps. Mais il n'y a pas du tout de discours légitime aujourd'hui qui remet en cause cette valeur travail. Donc, cette valeur travail, par valeur travail, toujours pour définir un peu ce que j'entends par tout ça, valeur travail, c'est survalorisation de l'emploi, survalorisation des activités rémunérées. Si il y a un discours légitime qui sort et qui remet en cause cette logique-là, à mon sens, on est très près du revenu inconditionnel. On peut très vite basculer dans le revenu inconditionnel parce qu'on s'aperçoit quand on fait des enquêtes d'opinion que, globalement, les Français comme ailleurs, on n'est pas foncièrement opposé au versement d'un revenu inconditionnel. Il y a une enquête qui a été faite, qui est citée par Christine Leclinch en 2001 ou 2002, où on voit qu'il y a une majorité de Français qui sont favorables au versement d'un revenu inconditionnel. Donc on n'est pas loin. Simplement, il faut un discours légitime qui dit finalement, on a mieux à faire que de bosser plus pour gagner plus et consommer trop dans nos vies. Et si on dit ça, on peut changer de système. Ceci dit, c'est là où je suis pessimiste. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde dans le champ politique qui défend ce type de discours. C'est bien dommage. Sur les dernières élections présidentielles, Europe Écologie Les Verts était censé défendre le revenu inconditionnel. Donc Eva Joly, candidate des Verts, m'avait dit le revenu inconditionnel, ça fera partie de mes 5 propositions phares. Du coup, je me disais, ça y est, en fait, revenu inconditionnel 2012. Et voilà, donc on est en 2014, Eva Joly n'a toujours pas parlé de revenu inconditionnel. Du coup, en fait, je crains qu'aucun parti politique aujourd'hui n'ose revendiquer Yvan ou moi défendons. Nouvelle Donne a fait un pas en direction du revenu inconditionnel, notamment sous l'impulsion de Julien Durnion qui milite pour le revenu inconditionnel. Ceci dit, alors Nouvelle Donne est aussi empêtrée dans des contradictions, notamment sur les questions d'emploi. Alors bien sûr, il y a l'idée de la semaine de 4 jours, mais c'est dans une logique de travailler moins pour travailler tous. Donc il n'y a pas une remise en cause radicale de la valeur travail, par exemple. Et sans remise en cause radicale de la valeur travail, à mon sens, on ne peut pas arriver à un revenu inconditionnel porteur de la transformation sociale que je défends. Mais dans tous les cas, c'est ce que je dis souvent alors quand je suis vraiment très très pessimiste, moi je pars du principe qu'à la limite, on n'y arrivera pas à mettre en place le revenu inconditionnel. On n'y arrivera pas, mais c'est pas très grave. Parler du revenu inconditionnel, ça permet de soulever plein de questions qui posent problème dans la société. Et au moins, même si on n'arrive pas à mettre en place un revenu inconditionnel, on est obligé de traiter ces questions-là, on ne peut plus y échapper ou les oublier comme on le fait souvent. La question des tâches pénibles, par exemple. Donc, quand on parle de revenu inconditionnel, logiquement on dit mais qui fera les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel? La question se pose aujourd'hui. Qui fait les tâches pénibles? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on peut accepter cette société-là? À mon sens, non. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, à mon sens, non. Qu'on soit pour ou contre un revenu inconditionnel, il faut trouver une solution à cette question-là. Si on dit on met en place un revenu inconditionnel mais plus personne ne faudra bosser, qu'est-ce que ça nous dit sur notre société laborieuse aujourd'hui? Au lieu de créer des emplois, détruisons autant que possible les emplois. On change complètement de perspective. Si on dit on met en place un revenu inconditionnel mais les gens se contenteront du revenu inconditionnel, ils ne pourront plus avoir plus, etc., et ben, entrons en décroissance. Arrêtons de chercher la croissance. Donc toutes ces questions-là, elles sont posées par le revenu inconditionnel. On met en place un revenu inconditionnel ou on trouve d'autres options, peu importe, on est obligé de les traiter, on ne peut pas juste les négliger comme on le fait aujourd'hui. Sur la revalorisation des tâches pénibles, alors je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a revalorisation économique des tâches pénibles, à mon sens, ce sera un échec. Donc c'est qu'on aura échoué précédemment. Dans l'ordre, ce que je privilégie en matière de tâches pénibles, c'est d'abord la suppression. Autant que possible, supprimer toutes ces tâches-là. Ensuite, le partage. Le partage au niveau de la société, avec la mise en place d'un travail d'intérêt général, avec la mise en place d'une responsabilisation davantage des personnes, des foyers, pour gérer eux-mêmes ces tâches pénibles.
Partage aussi par l'auto-organisation, on peut aussi imaginer que face à un nouveau problème, voilà, plus personne ne veut réaliser les tâches pénibles, on se prend en main et on décide de les faire collectivement. Par exemple, je pense par exemple à la collecte des déchets ou à la gestion des déchets, on peut imaginer des solutions un peu au niveau de chaque quartier, on essaye de se prendre en main aussi pour les organiser. Donc ça, dans l'idéal. Ensuite, partage au niveau de chaque entreprise. Donc, autant que possible, dans chaque entreprise, s'arranger pour qu'il y ait un partage des tâches et pas une spécialisation avec une division du travail qui aussi est une institution capitaliste à l'arrivée à la division du travail. Mais encore, je me réfère aux travaux de Stephen Harding dont je parlais tout à l'heure, qui dit la division du travail, la spécialisation, c'est diviser pour mieux régner. C'est comme ça que ça a été utilisé historiquement dans la construction des manufactures au XVIIIe et XIXe siècle. Ensuite, si on n'a pas réussi à toutes ces étapes-là, s'il reste encore des tâches à réaliser qu'on n'a pas réussi à gérer autrement, il faut revaloriser. Revaloriser de manière symbolique, en se disant que ces activités que plus personne ne veut faire, elles sont éminemment utiles pour la société. Donc elles ont un sens. Donc c'est aussi donc savoir à quoi ça peut servir tout ça. Finalement, à partir du moment où il y a un sens, où on peut aussi changer le contexte. Je ne partage pas ton optimisme, Yvan, quand tu dis la pénibilité elle est essentiellement due au contexte. Je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent, mais effectivement, pour partie, le contexte joue. Si je reprends l'exemple d'Alterconso, la SIC dans laquelle je bossais, je faisais de la manutention, j'acceptais de le faire relativement volontiers dans le cadre d'Alterconso, notamment parce que je travaillais que 2 jours par semaine et que du coup ça me laissait beaucoup de temps pour récupérer mes douloureuses heures de travail, mais aussi parce que je le faisais dans le cadre d'une coopérative. Si j'avais dû faire exactement la même chose pour Auchan en Carrefour, je pense que j'aurais pas tenu. Si tout ça n'a pas fonctionné, effectivement, revalorisation économique. Mais si vraiment tout ça n'a pas fonctionné, ça me semblerait juste en dernière instance, mais à l'arrivée, ça me semblerait encore plus juste de partager les tâches plutôt que de mieux les rémunérer quand ceux qui se continuent les tâches pénibles font les tâches pénibles. Cette question de la robotisation, c'est une proposition qui a été faite par Jacques Dumas notamment, qui a créé un journal qui s'appelle La Grande Relève, qui parle d'une forme de revenu inconditionnel. Et le titre complet du journal, c'est La Grande Relève de l'homme par la machine. Donc effectivement, le raisonnement, c'est on va vers de plus en plus de machines, de robotisation. Du coup, on a besoin de moins en moins de travail humain, on va dire. Et donc du coup, on met en place un revenu inconditionnel. Alors moi, j'ai un gros souci avec cette proposition-là, c'est que je suis décroissant et je pars du principe que la robotisation pose un gros problème écologique. Ça suppose de l'énergie, l'énergie, je vais faire nom de la tête ici, ça suppose de l'énergie, et l'énergie, je ne vois pas quel type d'énergie on peut avoir pour alimenter toute une industrie de robots qui remplacerait une énergie qui m'a l'air beaucoup plus écologique, qu'on appelle l'huile de coude, pour réaliser des tas d'activités qu'on réalise aujourd'hui. Donc du coup, si on veut supprimer un maximum de tâches, à mon sens, la solution c'est d'arrêter de les consommer plutôt que de les transférer à des robots. Paul Ariès, par exemple, qui est un des croissants connus, dit il faut changer le partage du gâteau, mais il faut surtout changer la recette. Donc c'est bien aussi la question de la détermination de la valeur qui est posée. Quand on parle de société coopérative d'intérêt collectif, quand on parle de circuit court, quand on parle de coopérative intégrale, dans toutes ces initiatives-là se pose la question de la détermination de la valeur. Et précisément avec une remise en cause de la détermination marchande de la valeur économique. On se dit on va trouver d'autres modalités, notamment par la délibération démocratique, on va trouver d'autres modalités de détermination de la valeur économique. Donc se réapproprier cette question-là au lieu de la laisser au marché avec ceux qui dominent le marché. Donc cette question-là est évidemment prise en compte par les objectifs de croissance. Après, sur la question de la décroissance, j'ai l'impression que tu dessines une perspective de croissance verte. Alors, dans la décroissance, il y a deux critiques. Il y a une critique écolo et il y a une critique sociale. Sur la critique écolo, l'idée c'est qu'il faut faire décroître l'empreinte écologique. Et on observe aujourd'hui une corrélation entre PIB et empreinte écologique. Plus le PIB augmente, plus l'empreinte écologique augmente. Donc, à mon sens, si on veut faire baisser l'empreinte écologique, il faut sans doute aussi faire baisser le PIB. Mais, quand bien même, on arriverait à avoir une croissance économique décorrélée de l'augmentation de l'empreinte écologique, arrive la critique sociale. Quand bien même on aurait 3, 4, 5 planètes en plus,
Est-ce que ça vaudrait le coup de continuer à chercher à croître indéfiniment? Moi, je pars du principe que c'est une fuite en avant absurde et que ça évite, pour le coup, de se poser la question du suffisant. De se dire, mais quand est-ce qu'on aura assez? Quand est-ce qu'on aura assez de faire croître la valeur économique? Quand est-ce qu'on aura assez de chercher à comptabiliser forcément des choses en positif, alors même qu'on pourrait se contenter de les observer, d'observer l'inestimable, en gros. Parce qu'à l'arrivée, c'est ce que je crains avec ta perspective de croissance verte, c'est qu'on arrive à une marchandisation de la société. Et puis on va reconnaître la valeur économique créée par les retraités, par exemple, ou même les bénévoles, j'imagine. C'est le même raisonnement. On va reconnaître, c'est déjà fait. Et donc du coup, voilà, il y a une valeur économique en face. Moi, le postulat que j'ai quand je parle de revenu inconditionnel, c'est pas de dire que le revenu inconditionnel, le montant du revenu inconditionnel équivaut à la valeur économique créée. Je me dis, cette valeur, elle est inestimable. Ce qu'il faut juste, donc on reconnaît la qualité de producteur de tout le monde, mais on se dit juste, il faut donner les moyens à tous de poursuivre cette production, indépendamment de sa valeur. On la postule, elle est inestimable. Elle est incommensurable, mais on la postule. Et donc, du coup, j'arrive à la critique sociale, critique radicale de la croissance. Donc, quand bien même on aurait 4-5 planètes, est-ce que ça vaudrait le coup de continuer à croître? J'ai traduit un bouquin d'un économiste anglais qui s'appelle Fred Hirsch dans les années 70, en 1976. Il a publié un livre qui s'appelle Les limites sociales de la croissance, Social Limits to Growth. Et il explique très clairement le phénomène de croissance. Il dit, en gros, passer un certain seuil de richesse, où on a assez, l'économie se déplace de l'économie matérielle, qui est un jeu à somme positive, vers l'économie positionnelle, où l'objectif, ça va être simplement d'avoir plus que les autres. Et c'est, à mon sens, dans cette société qu'on est. L'objectif, c'est d'avoir plus que le voisin. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans l'économie positionnelle, on entre dans un jeu à somme nulle, voire négative. Parce qu'à partir du moment où l'enjeu, c'est simplement d'avoir un rang supérieur aux autres, dès que je gagne un rang, ça veut dire que quelqu'un d'autre a perdu un rang, a perdu une place. Et il prend une image que je trouve assez parlante, pour expliciter ça. Il prend l'image de la salle de concert. Il dit dans une salle de concert, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, il peut y avoir devant vous quelqu'un qui est plus grand que vous. Vous ne voyez plus la scène. Du coup, vous vous mettez sur la pointe des pieds. En vous mettant sur la pointe des pieds, vous bouchez la vue de celui qui est juste derrière vous, qui va se mettre sur la pointe des pieds, qui bouche la vue, etc., etc. À la fin du processus, l'ensemble de la salle du concert se retrouve sur la pointe des pieds. Et personne ne voit mieux qu'au début, mais tout le monde a des crampes. Donc la croissance, c'est exactement ce processus-là. Un jeu à somme négative, où finalement personne ne sort mieux loti. Et donc, pour sortir de cette logique absurde, il faut juste se poser la question du suffisant. Quand est-ce qu'on a assez? Et à partir du moment où on a assez, on se calme, on ménage notre peine, et on arrête d'essayer de compter absolument pour avoir un PIB qui augmente d'année en année. Personnellement, j'ai été, pas éboueur, mais concierge dans un ensemble d'immeubles où je faisais le ménage, c'était le poubelle, etc. Déjà, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis mis à dire bonjour aux éboueurs quand je les voyais, donc changement complet de la vision que je pouvais avoir de leur activité. Et puis je pense que depuis aussi, je gère plus du tout mes déchets de la même manière. Donc je pense que mettre les mains un peu dedans, ça permet aussi de changer les pratiques. Et à partir du moment où on change les pratiques, peut-être qu'on a moins besoin de réaliser ces tâches. Donc plutôt dans une logique pédagogique. Après, je dis c'est pas une condition, parce que dans mon optique, c'est pas parce que vous ne réalisez pas ce travail d'intérêt général que on va vous dire, si c'est ça, on vous sucre le revenu inconditionnel. C'est pas dans cette logique punitive que j'imagine le revenu inconditionnel et le travail d'intérêt général. Je me dis, il faut y passer pour pouvoir comprendre ce que les autres vivent et arrêter de vivre et consommer comme des porcs, en gros. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on va dire, si c'est ça, on n'aura pas de revenu inconditionnel. Sur la question du contrôle social qui nous empêche de, en gros, changer le monde, alors personnellement je suis convaincu que l'emploi aujourd'hui est un des principaux facteurs de contrôle social. Le fait qu'on bosse beaucoup, alors historiquement l'emploi, la valeur travail, la survalorisation de l'emploi, ça a été conçu comme ça. À la base, c'est surtout une valorisation de l'emploi dans une logique sécuritaire. C'est le fameux l'oisiveté mère de tous les vices. En gros, on met tout le monde au boulot. C'est ce qui s'est passé dans les communautés monastiques. On met tout le monde au boulot, comme ça, au moins, on n'a pas des pensées impures, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite quand il y a eu la chasse aux vagabonds, aux chômeurs, en gros, si on prend un anachronisme. Mais
c'est cette logique-là. On se dit, on va mettre les gens au boulot, au moins quand ils sont au boulot, ben, ils ne pensent pas à imaginer d'autres systèmes sociaux, etc. Ils ne pensent pas à remettre en cause l'organisation sociale. Donc l'emploi aujourd'hui, à mon sens, est un énorme outil de contrôle social, et c'est pour ça que je pense que le revenu inconditionnel permettrait de remettre en cause ça. Parce qu'à partir du moment où on a la possibilité de rompre avec l'emploi, on a au moins la possibilité, enfin, on n'est plus la tête dans le guidon à se dire il faut forcément bosser plus, gagner plus, consommer plus, etc. On peut remettre en cause ça. Enfin, je vois autour de moi des tas de gens qui disent ouais, j'aimerais bien passer à temps partiel, voilà, là je ne suis vraiment pas satisfait de mon boulot, mais dans tous les cas, ils n'ont même pas le temps de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire d'autre parce qu'ils bossent. Ne rien faire, donc je disais, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui de toute façon resteraient à ne rien faire. Dans mon bouquin, là, j'essaye de tordre le cou à cette histoire de ne rien faire, parce que c'est souvent une objection qui est avancée face au revenu inconditionnel. En gros, c'est un peu la question, est-ce qu'ici il y a des gens qui ne jouent pas le jeu? On verse un revenu inconditionnel au nom de la contribution de tous à la création de richesse, mais s'il y en a qui ne créent pas de richesse. S'il y a des gens qui sont là à ne rien faire. Et donc, dans ce chapitre, j'essaye de passer en revue différentes figures hypothétiques de ce qu'on appelle des passagers clandestins en économie. Donc des gens qui bénéficieraient du système sans jamais y contribuer. Et en fait, j'arrive à la conclusion que des profiteurs, dans ce système-là, ça n'existe pas. Mais on voit à partir du moment où on a une conception suffisamment large de l'utilité sociale, où on se dit, est utile tout ce que les individus décident tout ce que les personnes décident d'engager comme activité, et que la société collectivement ne définit pas comme nuisible, en gros, est utile tout ce qui n'est pas interdit par la loi qu'on décide de se donner, je ne vois pas qui ne rentre pas dans cette catégorie d'utile. Il y a un économiste anglais, Anthony Atkinson, qui a essayé de faire la liste des activités qui donnaient droit, selon lui, à ce qu'il appelait un revenu de participation. Revenu de participation. Il disait, il y avait 7 critères, je ne sais pas si je m'en souviens de tous, il faut être soit en formation, soit en emploi, soit en recherche d'emploi, soit s'occuper de ses enfants, soit s'occuper de ses parents, soit être en situation de handicap, soit être bénévole, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Bref, le raisonnement que je fais, c'est, si on regarde autour de nous, qui ne rentre dans aucune de ces catégories. Alors surtout si on a une conception suffisamment large du bénévolat, parce qu'on peut être bénévole dans une association déclarée, on peut être bénévole dans une association non déclarée. Là, en fait, on est un peu tous bénévoles dans une association de fait, et à mon sens, on est tous créateurs d'utilité, on contribue tous à l'utilité sociale. Donc de fait, qui ne rentre pas dans ces catégories? Et alors, en plus, je disais, j'ai une conception assez large de l'utilité sociale, je dis, tout est utile, tout ce qu'on décide de faire et qui n'est pas interdit par la loi, mais par ailleurs, je le dis souvent, je suis favorable à la désobéissance civile. J'ai même tendance à dire qu'aller à l'encontre de la loi, quand c'est pour de bonnes raisons politiques, ça peut être aussi utile à la société. Donc à mon sens, personne ne peut rester là à ne rien faire.